Et bienvenue sur notre webinaire, donc la sécurité des postes de Mm. travail à l'aide de Intune et Defender for Endpoint. On va commencer tout doucement, on attend un petit peu que tout le monde arrive tranquillement sur le webinaire. Et donc, bienvenue à tous. Ouais, il est 11h01. Écoutez, on va commencer. Moi, je vais commencer par me présenter déjà. Léna Doucan, je suis responsable de compte chez Upperlink et donc je vais être la porte d'entrée de mes clients pour tous leurs projets autour de l'IT et plus précisément les sujets Microsoft. Et je suis accompagnée aujourd'hui donc de Dylan qui se présentera par la suite quand il reprendra la main sur la présentation. Donc aujourd'hui, notre webinaire sur la sécurité donc des postes de travail à travers Intune et Endpoint. Donc aujourd'hui, la cybersécurité, évidemment, c'est un sujet pour tout le monde. Les cyberattaques sont de plus en plus sophistiquées. Donc on va voir aujourd'hui comment sécuriser efficacement vos postes de travail à travers les solutions de Microsoft. Donc, une petite présentation. Donc, Upperlink fait partie du groupe Inhérent. Donc, on va retrouver trois marques opérationnelles. Donc, Upperlink, la technologie, l'expertise sur l'ensemble des technologies Microsoft. Adista, donc, qui est le premier opérateur cloud B2B, donc pour tout ce qui est connectivité, réseau, infogérance. Et D26 pour la cybersécurité avancée, donc avec des offres de SOC, VOC, du pentest ou encore de la Red Team. Et donc, tout ça représente 1200 collaborateurs, 360 millions d'euros de chiffre d'affaires, 14 data centers et une quarantaine d'agences réparties sur toute la France. Donc aujourd'hui, grâce à la force du groupe, on est capable de vous accompagner sur tous vos enjeux IT, donc du réseau jusqu'à la cybersécurité. Tu peux passer, Dylan, sur la prochaine. Donc aujourd'hui, Upperlink, plus de 15 ans qu'on accompagne nos clients avec donc une centaine de collaborateurs, un chiffre d'affaires de 27 millions d'euros et 700 clients PME, ETI et grands comptes. Donc aujourd'hui, on a tout type de clients qu'on accompagne sur tous leurs sujets Microsoft. Donc, nos engagements, on va être certifié ISO 27001 qui garantit donc de la sécurité de l'information. Et donc, on est audité régulièrement pour avoir cette certification et la garder. On a aujourd'hui un partenariat très fort avec Microsoft depuis plus de 10 ans, donc ce qui va nous permettre, notamment en CSP Tier 1, de proposer des licences au meilleur tarif sur le marché. Solutions partenaires, donc nos consultants qui sont certifiés sur les solutions Microsoft et l'accès au support premium. Donc, on va avoir notre support qui est basé en France et on a l'accès au support premium de Microsoft, donc le plus haut niveau de support. Aujourd'hui, donc, Upperlink, on va avoir une expertise de bout en bout. Donc là, vous retrouvez un petit peu tous nos départements, donc Modern Work pour tout ce qui est poste de travail avec donc Microsoft 365, la data avec toute la Power Platform, Microsoft Fabric, l'intelligence artificielle évidemment. Donc on va parler aussi de Copilot, digital et app innovation. Donc on a nos équipes de développeurs. On a l'infrastructure, donc on travaille nous avec le cloud Azure. La sécurité, donc aujourd'hui, nous avons Dylan qui fait partie de ce département, donc on va en parler plus en détail. Et Business Application, donc on travaille avec Dynamics 365 de Microsoft, que ce soit Sales, Marketing ou Customer Service. Et donc, comme je le disais, aujourd'hui, on est capable d'accompagner nos clients pour tous ces sujets-là. Et donc, on va avoir les certifications, les consultants certifiés Microsoft. Et c'est pour cela aujourd'hui qu'on a le plus haut statut de partenariat avec Microsoft. Tu peux passer. Et donc, pourquoi passer par Upperlink aujourd'hui? Quels sont les avantages? Donc, je le disais, le centre de compétences Microsoft, les rendez-vous expresso qu'on fait régulièrement pour nos clients. Donc, c'est des mini-formations sur l'ensemble des outils collaboratifs de Microsoft. On a également l'accès à des programmes de financement pour nos clients éligibles sur les technologies Microsoft, donc pour vous aider à la prise de décision ou pour mettre en place un POC sur les solutions. Ça peut être de l'Azure, du Power BI, du Copilot.
Les outils FinOps, donc pour un suivi du coût et des usages sur vos environnements Azure et Microsoft 365. Et enfin, un portail client complet, donc pour la gestion de vos licences. Le but, c'est que vous soyez autonome pour ajouter vos licences. On peut également le faire pour vous, mais vous avez l'accès à ce portail pour une gestion simplifiée. Vous avez une vue simple sur vos renouvellements et l'historique des mouvements. Et plus l'option de multifacturation si vous avez un besoin de facturer plusieurs entités. Donc voilà, vous l'aurez compris, Upperlink est capable de vous accompagner sur l'ensemble de vos sujets IT grâce à nos compétences donc Microsoft. Et donc il est important pour nous d'accompagner nos clients et d'avoir donc une relation sur le long terme et de confiance. Et pour ça, vous avez un responsable de compte comme moi qui vous est dédié et donc qui reste disponible pour répondre à vos demandes, pour avancer sur vos projets. Et donc on reste joignable par téléphone, par mail ou par Teams si besoin. Voilà, donc je laisse la main maintenant à Dylan. Merci à tous et bon webinaire. Merci Léna, bonjour à tous. Donc, moi c'est Dylan Lopez, je suis consultant 365 au sein du Perlink. Pour résumer grosso modo mes missions, moi je vais toucher à tout ce qui va être mise en place et sécurisation des différents environnements Microsoft 365. Donc de la partie identité, appareil, messagerie, données, bon, vraiment le spectre un peu complet de Microsoft 365. Et c'est pour ça que aujourd'hui, c'est moi qui ai offert cette petite présentation sur la sécurisation des postes de travail avec Intune et Microsoft Defender. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est surtout de voir comment on va pouvoir les sécuriser lorsque vous allez mettre en place ces différentes solutions. Qu'est-ce qui est intéressant de voir? Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? On va voir que côté Microsoft, les consoles vont être un peu fourbes, hein. Il y a beaucoup de boutons un peu partout. L'idée, c'est de voir comment on va pouvoir optimiser tout ça et, et durcir ainsi la sécurité de nos postes de travail. Juste avant de rentrer dans le détail, on va juste parler du Zero Trust très rapidement. Donc le Zero Trust, hein, pour ceux qui ne le savent pas, est une démarche de sécurité. L'objectif de cette démarche est de dire que nous ne faisons confiance à personne. Ça va être un des principes du Zero Trust, de dire par défaut, on ne fait confiance à personne. Tout doit être analysé. Chaque demande d'accès, chaque action qui est faite par un utilisateur doit être vérifiée, doit être validée. On n'a pas de notion de whitelist, de liste verte. On présume que n'importe qui est éventuellement une menace, que ce soit en interne comme en externe, hein. La menace peut venir de partout. Donc le principe du Zero Trust est de dire, à partir de demain, bah, quand on va mettre en place des nouvelles technologies dans notre système d'information, eh bien, on part du principe que cette technologie doit être le plus stricte possible et on n'autorisera que ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de notre système d'information. Derrière, un autre des principes du moindre privilège, du Zero Trust, pardon, va être la mise en place du moindre privilège. Donc à partir de demain, et ce sur toutes les solutions que vous êtes amené à gérer dans votre environnement. Alors là, on va parler de Microsoft, mais ça marchera également sur votre logiciel de pare-feu, vos solutions de sauvegarde ou d'autres logiciels métiers que vous avez en place. Aujourd'hui, on doit partir du principe du moindre privilège. On ne peut plus donner, en tout cas, il ne faut plus donner le rôle administrateur global, administrateur général, enfin, le rôle complet en tout cas, à un utilisateur. Aujourd'hui, l'objectif va être surtout de définir pour ces derniers quel va être leur périmètre d'action sur telle et telle technologie pour leur attribuer uniquement les droits nécessaires à leur mission. L'idée, c'est vraiment d'éviter une erreur humaine, une erreur ou une action d'une personne mal intentionnée, ou si par hasard, malheureusement, demain, le compte est compromis, que le pirate ait accès à trop de choses dans l'environnement. Donc, l'objectif est vraiment de définir pour chaque administrateur d'une solution son périmètre d'action pour lui attribuer uniquement les rôles nécessaires. Et derrière, le dernier objectif, c'est que, comme je disais un peu plus tôt, on va devoir tout bloquer, tout vérifier. Ça veut dire que à tous les niveaux du système d'information, on va partir du principe qu'il y a une menace. Et donc, nous, notre objectif, à travers le modèle Zero Trust,
va être de sécuriser l'ensemble du système d'information. Le système d'information, on va pouvoir le représenter sous forme de piliers. Donc là, vous voyez l'exemple du pilier, on va dire un peu rebrandé par Hyperlink. Ce pilier est divisé en 6 catégories. Donc, on va avoir la partie identité, qui va correspondre aux différents systèmes qui gèrent l'identité de vos objets. Donc, ça va être un service d'annuaire, typiquement, un Active Directory en local, Microsoft Entra, un service Active Directory avec fédération, un serveur certificat. Enfin, dans l'idée, voilà, c'est vos objets qui gèrent l'identité dans votre environnement. Donc, il va falloir sécuriser tout ça. Et donc, c'est l'un des premiers piliers. Ensuite, on a le pilier périphérique, qui est le pilier qui va nous intéresser aujourd'hui, qui correspond à tous les appareils de votre organisation. On va parler des laptops, des appareils mobiles, des appareils professionnels, des appareils personnels et de tout autre appareil que vous êtes amené à gérer au sein de votre organisation, des imprimantes, des bornes Wi-Fi. Bon, on parle de périphérique. La partie données, ça va correspondre à la sauvegarde, comment vous sauvegardez vos données et comment sont gérées vos données aujourd'hui. Donc, est-ce que vous avez un plan commun de classement? Est-ce que vous avez une classification de données en place? On parle des données, bien sûr, qui sont dans des bases de données. SQL, par exemple, MySQL, NoSQL. On va parler des données qui sont dans des SharePoint, des serveurs de fichiers. On parle vraiment de la donnée au sens large et comment est traitée cette donnée, qui peut accéder à cette donnée, comment est sauvegardée cette donnée. Donc, c'est tout ça qu'inclut la partie données. La partie réseau et infrastructure, donc là, comme son nom l'indique, on va parler du Wi-Fi, de vos règles de routage, de vos règles de filtrage. Enfin, voilà, qu'est-ce qui fait que le réseau fonctionne au sein de vos bureaux? Comment on accède, bien sûr, à l'information dans votre organisation? La partie application, donc la partie application qui va correspondre à toutes les applications métiers que vous utilisez aujourd'hui. Alors, bien sûr, ça va inclure les applications Microsoft, Teams, SharePoint, Outlook, etc., etc. La protection de vos noms de domaine, c'est quelque chose qui est inclus dans le pilier application. Les applications que vous avez, que vous hébergez en web, par exemple votre site web ou des outils de stock, etc. Enfin, vraiment, application au sens large. Et enfin, le pilier utilisateur. L'utilisateur, car bon, aujourd'hui, c'est un des vecteurs d'attaque les plus importants. C'est à partir de là que la majorité des compromissions ont lieu. Donc, c'est tout ce qui va correspondre à les campagnes de phishing, la sensibilisation utilisateur, les formations, etc., etc. Et donc, dans le système d'information, on va partir du principe que tout repose sur ces 6 piliers. Et notre objectif va donc être de sécuriser ces 6 piliers. Alors, c'est pour ça que côté Hyperlink, nous proposons un audit. Alors, on en reparlera tout à la fin du webinaire, qui va viser à analyser votre environnement pour vous situer sur ce système d'information, sur ce temple, en fait. On voit sur le menu de gauche, on a différents niveaux d'étoiles. À quoi ça va correspondre? En fait, aujourd'hui, quand vous allez suivre les recommandations de sécurité de différents organismes, ça peut être le CIS, l'ANSSI, la CISA ou d'autres, ils vont vous donner tout un tas de recommandations de sécurité. On en verra un tout à l'heure. Mais bon, ces organismes, ils vous disent, voilà, vous devez faire ça, 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 ça. Mais après, ils n'ont que faire de votre niveau de maturité, des contraintes que vous aurez avec vos utilisateurs, avec votre informatique. Ils ne prennent pas en compte tout ça. Juste, ils vont nous dire, vous devez faire ça, point à la ligne. C'est pour ça que nous, côté Hyperlink, eh bien, on va prendre en compte toutes ces recommandations qui nous sont demandées de mettre en place pour sécuriser notre environnement. Et à travers l'audit et le contexte que vous avez, on va pouvoir classer toutes ces recommandations en 3 niveaux de sécurité. On aura le niveau 1 étoile qui va correspondre à l'hygiène de base. Donc, typiquement, c'est vraiment le premier niveau du temple. L'hygiène de base, c'est ce que n'importe quelle organisation doit pouvoir atteindre, doit pouvoir mettre en place. Par exemple, si on parle sur la partie identité, eh bien, le niveau 1 étoile va correspondre à déployer de la double authentification à minima en dehors des locaux. C'est-à-dire qu'on est encore assez souple, on ne force pas de la double authentification tout le temps, partout, systématiquement. Par contre, au sein des locaux, on va dire, bon, il n'y a pas de problème, on est dans les locaux, on va être tolérant pour le moment. Par contre, dès qu'un utilisateur est en dehors des locaux,
alors on va demander de la double authentification. Si on prend le pilier périphérique, qui est le pilier qui nous intéresse aujourd'hui, sur un poste de travail Windows, on va exiger que les postes soient chiffrés avec du BitLocker, que les mises à jour se fassent de manière automatique, que les comptes administrateurs locaux de la machine soient supervisés, soient gérés. Donc c'est ça qu'on va demander sur le niveau 1 étoile. C'est vraiment des règles que n'importe qui est censé pouvoir mettre en place. En général, on n'a pas forcément besoin de gros niveaux de licence à ce niveau-là. On fait avec ce qu'on a, donc un serveur Active Directory ou du Microsoft Intune, chose qu'on va voir aujourd'hui. Mais voilà, c'est vraiment ce que tout le monde peut faire. Ensuite, on va voir le niveau 2 étoiles. Le niveau 2 étoiles qui va là être un niveau beaucoup plus avancé dans les règles de sécurité. Là, on va arriver dans des règles qui vont exiger certains niveaux de licence, des règles qui vont exiger des tests, de l'audit. On va avoir ces règles qui ont de l'impact. Donc, on ne peut pas appliquer toutes ces règles de manière transparente comme si de rien n'était. Il va falloir tester, appréhender, analyser toutes ces règles qu'on va vouloir mettre en place. Typiquement, si on reprend le pilier périphérique, eh bien ici, on va vérifier, typiquement, mettre en place du blocage USB, par exemple. On va vouloir mettre en place des règles de réduction de surface d'attaque. Pas mal de choses qu'on reparlera un petit peu après. Mais voilà, on arrive sur des règles beaucoup plus dures pour votre organisation. Par exemple, sur la partie identité, on va exiger du MFA tout le temps, pour tout le monde, avec uniquement des méthodes d'authentification fortes. C'est-à-dire que tout ce qui est SMS, appel dans la double authentification, on n'en voudrait plus dans un niveau 2 étoiles de l'identité. Lorsqu'on voudrait faire du MFA, on ne le ferait qu'avec des applications type Microsoft Authenticator, du Windows Hello for Business avec au minimum 2 méthodes d'authentification, code PIN et empreinte biométrique. Donc, vous voyez, on arrive sur des choses qui ont forcément un impact utilisateur, mais bien sûr, l'objectif derrière tout ça, c'est aussi que ce soit transparent pour l'utilisateur. Donc, il y a tout un travail de test, de mise en place, de communication pour faire en sorte que ce soit le plus transparent possible pour les utilisateurs. L'idée, bien sûr, c'est de pouvoir déployer de la sécurité, mais de ne pas bloquer vos utilisateurs. L'idée, c'est vraiment que ce soit le plus transparent possible, pour ces derniers. Et enfin, on va avoir le niveau 3 étoiles qui peut correspondre à des règles de sécurité très avancées, qui peuvent être très complexes à mettre en place, qui peuvent être très lourdes à mettre en place, et aussi avec tout ce qui va être surveillance et automatisation du système d'information. Donc là, on va parler de solutions SIEM, donc type du Microsoft Sentinel ou d'autres solutions qui permettent de conserver des logs et d'automatiser des actions avec un SOC, par exemple. Donc, on arrive vraiment sur des choses beaucoup plus avancées. Mais dans l'idée, c'est ça le Zero Trust. Donc, un pilier, enfin un temple, où on va pouvoir se situer, savoir où on en est au niveau de notre sécurité, savoir avec notre niveau de licence jusqu'où on va pouvoir aller et de se définir des objectifs. Définir, voilà, aujourd'hui notre priorité va être sur la protection de nos utilisateurs, donc on va faire un focus sur la partie identité. Aujourd'hui, on a des données critiques pour notre organisation. Ça peut être des données, des données ultra confidentielles avec, par exemple, des recettes pour quelque chose que vous fabriquez. Eh bien, on va vouloir faire un focus sur la partie données. Ça va être tout ça, donc le Zero Trust, de savoir où on se situe, définir des objectifs et savoir comment on va arriver à ces objectifs avec le niveau de licence qu'on a ou éventuellement une évolution sur les licences que vous allez avoir. En parlant de licence, donc bien aujourd'hui, donc partons sur Intune et Microsoft Defender. On va avoir différents niveaux de licence pour bénéficier de toutes ces fonctionnalités. Il faut faire attention parce que Microsoft, on va dire, ils n'ont pas une licence unique pour faire fonctionner Microsoft Intune. On va avoir plusieurs types de licences qui vont nous permettre d'avoir plusieurs fonctionnalités dans l'environnement. Typiquement, dans Microsoft Intune, ça va se traduire comme ça. On va avoir Microsoft Intune Plan 1 qui va nous permettre de gérer tous les appareils mobiles et laptops de l'organisation pour déployer l'application, de pouvoir sécuriser votre organisation. On aura le Microsoft Intune Plan 2 qui inclura de nouvelles fonctionnalités. Et enfin, on aura un Microsoft Intune Suite qui inclura encore des nouvelles fonctionnalités. Et on voit après toutes les fonctionnalités qu'on veut rajouter en plus.
ça peut être des add-ons qui s'ajoutent unitairement par utilisateur, par administrateur, en fonction du besoin. Alors là, on parle vraiment du nom du service. Il faut bien prendre en compte que ces licences, après, peuvent être sont incluses dans des packages de licences, typiquement de la Microsoft Business Premium, de la Microsoft 3, de la Microsoft 5 ou de la A3 ou 5 si vous êtes dans l'environnement scolaire, par exemple. Mais dans l'idée, les licences, c'est soit on les prend en add-on et on la fait unitairement à l'utilisateur, soit c'est inclus dans un package que nous avons déjà. Alors pour information, il existe des sites assez sympas qui sont développés par les MVP Microsoft. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment des personnes haut gradées côté, enfin, pas des employés Microsoft, hein, c'est des personnes certifiées, mais qui vont tenir à jour un blog, qui vont communiquer très régulièrement, partager leurs découvertes, leurs nouveautés. Et donc, c'est des personnes qui ont, grâce à ça, atteignent le grade de MVP. Donc, ils sont reconnus par Microsoft pour leur expertise. Et typiquement, on a un MVP qui nous met à disposition ce site, donc ça s'appelle M365 Maps. Donc c'est un site très sympa qui peut à tous, en tout cas, vous servir. L'idée de ce site, c'est quoi? Eh bien, c'est de recenser toutes les licences Microsoft 365. Alors, on ne va pas parler des licences Dynamics, Visio, etc. Là, on parle vraiment de Microsoft 365 et des règles et de tout ce qui sont inclus à l'intérieur. Du coup, sûrement, vous tous, vous avez le même problème que tout le monde, c'est que les licences Microsoft, c'est compliqué, il y en a beaucoup, et on ne sait pas forcément ce qu'il y a dedans. Donc voilà ce petit site ici qui peut nous aider lorsque on se pose des questions sur qu'est-ce qui inclut notre licence et qu'est-ce qui inclurait une licence qu'on n'a pas encore. Typiquement, si on prend la licence Business Premium, ici présente, eh bien on va avoir un nouveau tableau qui va apparaître avec toutes les fonctionnalités qui vont être incluses dans la licence Business Premium. Donc, qui va être super sympa pour comprendre vraiment qu'est-ce que va nous permettre de faire la licence Business Premium. Donc là, typiquement, on va retrouver la partie archive de votre boîte aux lettres. On va retrouver la partie OneDrive, on va avoir la partie SharePoint, voilà, qui traîne ici. On a toute la partie Defender for Office, qui va être la partie anti-spam et anti-spam avancée de Microsoft. Du Entra ID.1 pour faire du MFA de manière automatisée, avancée, avec des scénarios plus poussés. Du Intune Plan 1, on retrouve ici, et la partie Defender for Business, qui va être l'antivirus, EDR, etc. Typiquement, si on prend la business standard, c'est la même chose, sauf qu'on enlève toutes les notions de sécurité, de gestion avancée, etc. On aura juste les boîtes aux lettres, les outils Office, le SharePoint, mais aucune règle de sécurité qu'on pourra déployer. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce petit site, surtout si vous avez des petites incompréhensions sur qu'est-ce exactement inclut votre licence, et même si vous devez vous projeter sur des nouvelles licences, eh bien, n'hésitez pas. Et bien sûr, si vous cliquez sur un petit, par exemple, ici, je prends Information Protection, ça va me rediriger vers la doc Microsoft qui nous explique exactement à quoi ça correspond. Et voilà, donc c'est un petit outil gratuit. N'hésitez pas à l'utiliser pour avoir, en tout cas, se retirer une épine du pied sur le sujet de licence on ne comprend pas vraiment ce qu'il y a dans les licences. Là, vous saurez exactement qu'est-ce qu'il y a dans vos licences. Et donc voilà, donc typiquement aujourd'hui, il faut bien prendre en compte que toutes les licences type Business Premium, Microsoft 3, EMS 3, etc., ça inclut par défaut tout ce qui est Microsoft Intune Plan 1. Le plan 2, ça va toujours être un add-on à rajouter si on veut les fonctionnalités qui vont être listées ici. Et le Microsoft Intune Suite va être inclus dans les licences Microsoft 5. Donc après, en fonction du niveau de licence que vous avez, vous saurez quelles sont les fonctionnalités que vous bénéficiez. Mais vous pouvez très bien être en licence Business Premium, donc bénéficier du Microsoft Intune Plan 1 et vouloir utiliser l'outil de prise à contrôle à distance de Microsoft, donc le Remote Help, en prenant l'add-on ici disponible. Alors après, on peut acheter l'add-on Intune Suite, mais du coup, ça fait un add-on un peu cher, alors que nous, on veut juste le Intune Remote Help. Donc, on peut vraiment optimiser le coût en fonction de vos besoins, et c'est très important de le prendre en compte. Et on aura la même chose pour la partie Defender for Endpoint. Donc, la Defender for Endpoint, c'est l'antivirus EDR de Microsoft. Alors, je sépare bien antivirus EDR parce que dans tous les niveaux de licence, on n'a pas EDR disponible. Defender for Endpoint, c'est 3 niveaux de licence. Defender for Business, Defender for P1, Defender for P2. Defender for Business, c'est une fonctionnalité qui n'est incluse que dans les licences Business Premium. On va dire c'est un mixte de P1 et de P2,
pour les entités qui ont moins de 300 utilisateurs. C'est le compromis parfait pour les plus petites entités, une licence à moindre coût qui inclut toutes les règles de sécurité. Donc le Defender for Business, c'est du Defender, c'est de la Business Premium, donc ça inclut dans la Business Premium. Et si par exemple vous êtes en business standard ou en business basique, vous pouvez acheter le add-on Defender for Business pour avoir la partie antivirus EDR. Pour tous les autres qui ne sont pas en business premium, ou en tout cas en licence de la gamme business, on va être dans la gamme plan 1, plan 2. Le plan 1 de Microsoft Defender, c'est ce qu'il y a dans la EMS 3, la Microsoft 3. Enfin, dans la gamme E3 en général de Microsoft, c'est uniquement l'antivirus. Point net, il n'y a pas l'EDR là-dedans. On est juste sur de l'antivirus. La partie EDR arrivera dans le plan 2, donc tout ce qui est gamme de licence E5 ou en add-on Defender plan 2. Donc, typiquement, vous pouvez très bien avoir des licences, par exemple business standard, et un add-on Defender for Endpoint plan 2 pour avoir le DR de Microsoft. Ça vous permet également, par exemple, si vous voulez ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, avoir l'antivirus Microsoft avec la P1 et le DR d'une autre solution à disposition. Ou l'inverse, antivirus Sentinel-One par exemple, EDR Microsoft. On peut comme ça jouer et déployer d'autres solutions pour ne pas mettre tout dans le même panier. Et dans Defender for Endpoint, enfin dans la solution Defender for Endpoint, on aura aussi une notion de vulnérabilité, gestion de la vulnérabilité. Alors, dans la Defender for Endpoint pour 2, on aura un certain nombre de choses. Alors, on en reparlera juste après un peu plus en détail. Mais on aura également des add-ons complémentaires lorsqu'on voudra aller plus loin dans la gestion de la vulnérabilité. On en parlera juste après. Donc voilà, donc pour résumer, sur la partie licensing, n'hésitez pas, utiliser M365 Maps, super important, super intéressant pour savoir ce qu'il y a dans vos licences, jusqu'où vous pouvez aller avec vos licences, et pensez bien également que ces licences, on va pouvoir optimiser. L'idée, c'est qu'on puisse optimiser les coûts, vous faire une optimisation de coûts pour que vous n'ayez que ce dont vous ayez besoin avec ces licences. Donc, pour entrer dans le détail, Defender for Endpoint, donc la solution antivirale de Microsoft. Donc, on a ici un petit rapport du Gartner, donc pour ceux qui connaissent le Magic Quadrant, qui liste toutes les solutions, enfin presque toutes, enfin les plus connues en tout cas, les solutions du marché et qui les classe sur un tableau. On voit que Microsoft est quand même un des leaders sur le marché sur la partie protection des appareils, juste derrière CrowdStrike et devant Sentinel-One. Microsoft Defender, pardon, c'est une solution cross-platform, c'est-à-dire que dès l'instant où vous allez déployer l'antivirus, vous pourrez le déployer sur tous les systèmes d'exploitation, enfin presque tous, que vous êtes amené à gérer dans votre organisation. Donc du Windows, de l'iOS, de l'Android, du Linux, du macOS. On va pouvoir déployer notre antivirus sur tous ces OS. Ici, on a un petit tableau qui nous montre un peu toutes les méthodes de déploiement qu'on va avoir pour notre antivirus. Donc, on va pouvoir le faire à la mano avec un script, à travers des GPO, à travers une solution MDM type Microsoft Intune. Et pareil, sur Mac, on va pouvoir faire avec Intune, du Jamf, des scripts locaux, une solution MDM tierce. On va avoir plein de manières de déployer l'antivirus. Et ce qu'il faut bien avoir en compte, c'est que Defender for Endpoint et Microsoft Intune, on l'a vu juste avant, ça inclut dans des licences, par exemple Business Premium, Microsoft 3, Microsoft 5, etc., etc. Ces licences-là, donc c'est des licences que vous attribuez à vos utilisateurs, eh bien, vont permettre à l'utilisateur d'avoir jusqu'à 5 appareils lui appartenant qu'il pourra protéger. C'est-à-dire un utilisateur pourra intégrer dans Defender et dans Microsoft Intune son laptop, sa tablette iOS et son téléphone Android, par exemple, pour aller jusqu'à 5. On parle bien d'appareils lui appartenant. Ce n'est pas 5 appareils lambda de l'organisation. C'est un utilisateur qui peut avoir jusqu'à 5 appareils dans Intune et dans l'antivirus et dans la solution antivirale, pardon, pour sécuriser vraiment tout le panel qu'il est amené à gérer. Vous pouvez avoir le cas où vous avez des appareils sans utilisateur derrière. Ça peut être un appareil qui sert un PC en libre service, par exemple, une tablette en libre service qui sert pour prendre des commandes. Enfin,
peu des appareils voilà, qui n'ont pas d'utilisateur derrière. Donc, il existe des licences qui s'appellent le Defender for Endpoint P1 en add-on ou le Intune per device, donc Intune par appareil, qui vont nous permettre d'avoir une licence un peu moins chère que de la Business Premium ou du Intune par appareil, qui vont nous permettre de pouvoir intégrer dans notre solution un appareil grâce à cette licence. Donc, dans le cas où vous avez des appareils comme ça un peu isolés qui n'ont pas d'utilisateur, prenez bien en compte que ça ne sert à rien de prendre une grosse licence pour ces derniers parce qu'on a des licences faites pour eux, les licences par appareil pour le coup. Et du coup, c'est une licence par appareil, comme son nom l'indique. Donc, si on veut intégrer 10 appareils en libre service, on prend 10 licences, ce qui nous coûtera moins cher qu'acheter une licence Business Premium, par exemple. Donc voilà, c'est d'optimisation, mais vraiment, on peut vraiment tout optimiser là-dessus. Defender for Endpoint, ensuite, comme on l'a vu juste avant, et comme le fait Microsoft, c'est plusieurs fonctionnalités, plan 1, plan 2. Donc, on a la partie en verte qui représente les fonctionnalités plan 1. Et lorsqu'on a du plan 2, on va avoir toutes les autres fonctionnalités. Donc, c'est là qu'on voit que le plan 1, c'est principalement l'antivirus. Vous voyez là où je pointe mon laser, et des règles de sécurité un peu plus avancées qu'on va pouvoir déployer. Et lorsqu'on sera sur du plan 2, eh bien, on va pouvoir débloquer tout ce qui va être gestion de la vulnérabilité, la partie EDR et tout ce qui va être réponse automatique aux incidents de manière un peu plus avancée dans la console. Et bien sûr, sur tous les OS de l'organisation. Alors, vous pouvez bien sûr avoir dans votre environnement un mixte P1, P2. Il faut juste faire attention lorsqu'on va créer des règles de sécurité. Eh bien, par exemple, si on veut créer une règle pour activer l'EDR sur des utilisateurs, eh bien, il faudra bien cibler que les utilisateurs qui ont le bon niveau de licence. Tous les utilisateurs qui n'ont pas le bon niveau de licence sur l'EDR, il faudra ne pas leur appliquer cette règle. Dans la pratique, ça fonctionnera si vous le faites. Par exemple, vous pouvez avoir un utilisateur qui n'a pas de plan 2, par exemple, il est en Microsoft 3. Vous lui activez l'EDR parce que vous avez une licence qui traîne, qui est disponible. Dans la théorie et dans la pratique, ça marchera. Par contre, si demain Microsoft sont amenés à faire un contrôle des licences de votre environnement, là, ils vous taperont sur les doigts. Et ça fonctionne pour toutes les fonctionnalités de sécurité dans l'environnement Microsoft. Que ce soit les accès conditionnels pour le MFA, l'anti-spam Defender for Office ou là l'EDR, Microsoft, ils font de manière aléatoire des contrôles. Et derrière, ils vont nous dire, voilà, sur votre tenant, vous avez, par exemple, 300 licences Microsoft 3, vous avez 100 licences Microsoft 5. Ça veut dire que vous avez en théorie que 100 licences qui permettent d'avoir l'EDR, mais l'EDR, vous l'avez déployé sur vos 400 utilisateurs. Donc là, vous ne répondez pas aux conditions générales d'utilisation de Microsoft, donc on vous tape sur les doigts et on vous demande de vous mettre en conformité. Alors bon, Microsoft, ils vous diront pour vous mettre en conformité, vous achetez des licences. En vrai, vous avez juste désactiver la fonctionnalité sur les 300 qui n'ont pas la bonne licence. Mais il faut faire attention avec ce sujet-là, parce que du coup, sur toutes les consoles où il y a de la sécurité, donc la console Intune, Microsoft Entra, la console Defender, la console Purview, on a ces petites subtilités à gauche, à droite, où dès lors qu'on n'a pas le même niveau de licence sur tous les utilisateurs, il faut qu'on fasse attention à quelle fonctionnalité on peut activer à qui, pourquoi, comment. Donc il faut bien faire attention là-dessus. Mais en tout cas, c'est possible d'avoir un mix P1, P2 en fonction des licences que vous allez avoir. Donc, Microsoft Defender, c'est du cross-platform, c'est l'antivirus. Alors, il faut savoir que sur Windows, vous avez tous déjà Microsoft Defender. Vous savez, c'est le Windows Security que vous avez déployé sur votre poste de travail. C'est ça, Microsoft Defender. L'idée, c'est surtout que lorsqu'on déploie Defender for Endpoint, en fait, on lie votre Defender local à la console Microsoft Defender. Donc, en fait, ça nous permet d'appliquer des règles de sécurité un peu plus strictes. Mais par défaut, vous l'avez déjà. C'est juste qu'actuellement, soit il dort, soit il est outrepassé par un autre antivirus, mais il est déjà présent. C'est pour ça que sur Windows, on appelle ça une solution agentless, donc sans agent, je mets guillemets à sans agent, parce qu'il est déjà déployé par défaut et on ne peut pas vraiment le désinstaller. Éventuellement, on peut le désactiver, mais pas le désinstaller. Donc sur Windows, c'est une solution sans agent, alors que sur les autres OS, Mac, Linux, Android, etc., il y a bien une application à aller déployer. L'idée, c'est qu'une fois que
tout est déployé, eh bien, on le voit ici, on aura, comme pour toute solution, une console centrale avec tous les appareils qui remonteront, serveur, poste de travail, mobile. Alors, pardon, je n'ai pas précisé, mais on peut également intégrer les serveurs dans la solution Defender for Endpoint, mais ce sera une licence différente. Bon, toujours, toujours une question de licence avec Microsoft, mais là, c'est une licence qui s'appelle Microsoft Defender for Server. Non, for Endpoint, for Server, pour ajouter le for Server à la fin. Mais pareil, c'est une licence qui vous permet comme ça d'être conforme aux règles de Microsoft, et ça coûte moins cher qu'acheter une licence Business Premium ou une Microsoft 5 pour avoir les fonctionnalités qui vont bien. Mais donc voilà, on va avoir une console centrale où on va avoir tous nos appareils qui sont intégrés. Il faut savoir que dès lors que vous allez intégrer vos appareils dans Microsoft Defender, vous pourrez, on le voit là où il y a mon petit laser, commencer à surveiller le réseau. Alors, faire attention, ce n'est pas une solution qui va remplacer une solution de supervision comme du Centrion, du PRTG par exemple, mais ça nous donnera des indications de, eh bien, j'ai surveillé le réseau Wi-Fi ou le réseau filaire de mon organisation, car j'ai des appareils qui sont connectés. Et donc, Microsoft remontera tous les appareils qu'il détecte sur le réseau et qui ne sont pas intégrés. Donc, si vous, ça vous permettra de mettre en place une routine de vérification, de dire, eh bien, dans mon réseau, il y a cet appareil qui a été détecté et qui n'est pas enrôlé dans Microsoft Defender. Pourquoi? Et derrière, ça amènera à des réflexions, des pistes d'amélioration. Tiens, pourquoi ce PC, il n'est pas dans Defender? Il n'est pas dans Defender, peut-être parce qu'il n'est pas géré dans notre service d'annuaire. Et là, on se pose, pourquoi il n'est pas géré? C'est peut-être un PC perso. Ça veut dire qu'on autorise les PC perso au sein des locaux. Vous voyez, c'est des choses qui vont pouvoir amener à de la réflexion, à de la surveillance et de s'assurer et de durcir un peu toute la sécurité de notre environnement. Donc, dès lors qu'on va intégrer des appareils, on va pouvoir commencer à surveiller des réseaux. Alors, bien sûr, par défaut, je le précise, aucun réseau n'est surveillé par défaut. C'est vous qui devez manuellement venir cliquer et dire surveiller. Et du coup, comme on remonte tous les réseaux où sont connectés les appareils, on peut voir des fois des freebox qui vont apparaître. Bon, ça, on ne veut pas remonter les données qu'il y a sur un environnement personnel, par exemple. Donc, on va venir vraiment surveiller que les environnements professionnels, savoir un peu qu'est-ce qui s'y cache. Et ensuite, on aura toute une gestion de vulnérabilité, ça on en parlera juste après. Hop, hop, voilà. Une fois que vous allez déployer votre Defender, même avant que vous l'ayez déployé, on va avoir ce qu'on appelle les fonctionnalités de base qu'il faudra activer. Il faut savoir que par défaut, ce n'est pas activé. Donc, dans la console de sécurité, vous avez une fonctionnalité Advanced Features et ici, plein de cases à cocher. Alors, par défaut, ce n'est pas coché. Et pour ça, il faut bien prendre en compte, parce que Microsoft ne le fera pas pour nous, et ce que je dis, c'est à prendre en compte pour toutes les consoles. Il faut savoir que par défaut, Microsoft, ils vous mettent un environnement assez permissif, dans le sens où toutes les fonctionnalités sont ouvertes, on n'a pas beaucoup de restrictions. Ça, c'est parce qu'ils veulent vendre. Du coup, s'ils mettent en vente un environnement qui, par défaut, est bloqué et très restrictif, les clients vont fuir. Donc, par défaut, on met un environnement assez ouvert. Et après, c'est à l'IT, c'est aux experts de venir sécuriser cet environnement. Et donc, c'est une des choses à faire ici. On va venir activer les fonctionnalités de Microsoft Defender. Typiquement, on voit le bouton pour activer le DR, il va se cacher ici. On va pouvoir activer ou désactiver l'analyse des fichiers. On va pouvoir activer ou désactiver la résolution automatique des alertes. On va pouvoir créer des indicateurs réseau personnalisés. Donc, on va avoir pas mal d'options à venir activer. Par exemple, on voit encore sur la capture d'écran la protection tampon qui va empêcher un programme tiers de désactiver l'antivirus, par exemple. Donc, c'est tout un tas de fonctionnalités qui, dans un premier temps, il faut venir désactiver. Là, on parle vraiment des fonctionnalités de base de Microsoft Defender qu'il faut activer. Alors, Microsoft, ils appellent fonctionnalités avancées. Bon, en réalité, on est sur des fonctionnalités de base. C'est vraiment le strict minimum qu'on veut d'un antivirus. Donc, il faut venir activer ces fonctionnalités. Et une fois qu'elles sont activées, on va pouvoir déployer des règles avancées sur notre antivirus. C'est-à-dire que, alors, ces règles-là, on va avoir deux possibilités, deux choix. On va pouvoir les piloter soit à travers la console Defender, soit à travers la console Microsoft Intune. Bon, là, je vous montrerai les deux. Là, on voit la console Defender. Mais grosso modo, si on reprend toutes les fonctionnalités qu'on avait vues ici, réduction de surface d'attaque, protection nouvelle génération, EDR, et tout ce qui est inclus derrière tout ça, alors tout ne peut pas exister parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités, mais tout ce qui est inclus derrière tout ça, on pourrait
créer des règles directement dans le centre Defender pour venir gérer ces paramètres-là. Donc, typiquement, il faut qu'on vienne les créer parce que si on ne le fait pas, c'est-à-dire qu'on a juste des fonctionnalités de base du Defender, mais rien de personnalisé, rien d'avancé. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de paramètres dans notre antivirus qui vont avoir leur configuration par défaut. Mais comme tout paramètre géré par une organisation, si on n'a pas une stratégie qui applique une valeur sur un paramètre, eh bien, c'est un paramètre qui éventuellement pourrait être modifié par un utilisateur. Je dirais une bêtise, mais imaginons on a un paramètre pour faire un scan régulier de la machine tous les matins à 8 heures. Si moi, je n'ai pas publié une stratégie qui dit on fait un scan tous les matins à 8 heures, l'utilisateur, il pourrait sur son PC dire je n'ai pas envie de le faire à 8 heures, je vais le faire à 16 heures. Pour ça, il est très important de venir publier des stratégies pour configurer tous les paramètres de l'antivirus pour que l'ensemble des paramètres soient gérés par l'organisation. Ainsi, que ce soit un utilisateur ou un programme tiers, on ne pourra pas venir les désactiver. Donc, typiquement, c'est à travers ces règles d'antivirus, par exemple, qu'on va configurer les scans récurrents. Est-ce qu'on scanne les archives? Quelle est la politique de mise à jour de la base antivirale, des packages de signature, etc., etc. On vient vraiment créer tout un tas de règles ici pour sécuriser nos postes de travail. Alors, on voit, on a d'autres options. On voit Disk Encryption avec le BitLocker ou la réduction de surface d'attaque. On en reparlera avec Intune tout à l'heure, mais il faut bien prendre en compte que c'est des choses que, éventuellement, on peut piloter à travers Microsoft Defender. Si vous n'avez pas Intune, vous pouvez avoir le cas où vous n'avez pas la solution MDM Microsoft Intune, mais vous avez juste l'antivirus Microsoft Defender, eh bien, on peut quand même publier des règles de sécurité à travers Defender. Alors, bien sûr, si vous avez Intune, c'est mieux, mais c'est possible. Les deux cas sont possibles. On peut avoir Intune sans Defender, Defender sans Intune. Il faut bien prendre en compte que les deux matchent complètement ensemble et permettent une sécurité plus accrue de nos postes de travail. Donc, il ne faut pas oublier, une fois qu'on déploie l'antivirus Microsoft Defender, en tout cas en amont même qu'on l'ait déployé, on active toutes les fonctionnalités disponibles dans la console, en tout cas celles qui vous intéressent, et derrière, on crée des stratégies pour configurer, durcir la stratégie de l'environnement. Il faut savoir que Microsoft, ils vous mettront à disposition des modèles de stratégie qui répondent aux bonnes pratiques de sécurité. C'est-à-dire que vous pouvez soit importer les modèles Microsoft qui répondent déjà aux bonnes pratiques de sécurité, soit vous pouvez créer vos propres stratégies avec des paramètres qui ont été ajustés, adoucis, pour répondre à vos propres challenges au sein de votre organisation. Et ensuite, une fois que vos appareils seront intégrés dans l'environnement, vous aurez tout un tas de fonctionnalités qui seront plus ou moins disponibles en fonction de votre niveau de licence, je préciserai. Là, donc, on a l'interface d'un appareil qui possède pour le coup ici toutes les fonctionnalités de sécurité. C'est-à-dire qu'entre P1 et P2, en fonction de votre niveau de licence, vous avez des menus qui disparaîtront, qui seront plus ou moins disponibles. Mais dans l'idée, on va retrouver la page d'accueil, on retrouve l'adresse IP, l'utilisateur qui connecte sur la machine, la dernière fois qu'elle a été vue, le statut de la machine, est-ce que la dernière fois qu'un scan a été fait, est-ce que l'antivirus est activé, etc., etc. Un niveau d'alerte, ça on le verra juste après. Tous les incidents et alertes liés à cette machine, donc si vous avez un incident Defender qui vous est lié à cette machine, vous pourrez le retrouver ici. La timeline, qui est une fonctionnalité P2 ou Business Premium, les deux fonctionnent. La timeline est une chronologie qui permet d'accéder au log de la machine sur les 6 derniers mois. C'est-à-dire que vous aurez une interface où vous pourrez accéder à tous les événements qui sont passés sur la machine au cours des 6 derniers mois. Donc, c'est inclus dans la Business Premium et la Defender P2. En P1, vous ne l'aurez pas malheureusement. Mais voilà, c'est des choses que l'on a grâce à un niveau de licence assez élevé. La partie Security Recommendation qui va correspondre aux règles de sécurité à appliquer sur votre poste de travail. C'est-à-dire que ici, on aura des recommandations de sécurité, tout simplement. Si par exemple, vous n'avez pas le BitLocker activé sur votre poste, que le PC n'a pas une politique de mot de passe forte ou des choses de cet ordre-là, eh bien, vous aurez un cahier de recommandations ici disponible. Les security policies, là, ce sera toutes les règles qui seront appliquées au poste de travail. Donc, c'est les règles qu'on a créées en amont et les règles qui sont éventuellement également dans Intune. On le verra après la partie Intune. Eh bien, elles seront listées ici.
L'inventaire logiciel, c'est-à-dire que une fois que vous aurez déployé Defender sur votre appareil, alors ce que je vous dis là, ça marche pour tous les OS bien sûr, hein, mais vous serez en mesure de lister tous les logiciels qui sont déployés sur cette machine. C'est-à-dire que demain, vous pourrez avoir un inventaire logiciel complet de votre parc dès lors que tous vos appareils seront déployés. Et vous pourrez voir tous les logiciels déployés et ceux qui ne sont pas en adéquation avec la décision de l'entreprise. Et lorsqu'on a du plan 2, de la business premium, on va avoir tout ce qui va être vulnérabilité et les mises à jour manquantes. On en reparlera juste après. Et ensuite, on va retrouver les petites options de gestion de la machine. On va pouvoir, à distance, lancer un scan antiviral, collecter les journaux d'événements. Or ça, tous ces boutons, presque tous, sont disponibles quel que soit votre niveau de distance. On va pouvoir isoler la machine du réseau. Donc, vous avez une alerte qui arrive sur la machine, on va pouvoir la couper d'Internet pour pas que l'utilisateur puisse naviguer sur Internet et propager son éventuel malware. Alors après, bien sûr, quand on isole une machine du réseau, on peut tout bloquer ou dire je bloque tout sauf les applications Microsoft. Donc comme ça, si on veut continuer à communiquer par Teams ou prendre la main avec le Quick Assist de Microsoft, des choses qui sont possibles. Il n'y a que voyez, le Ask Defender Expert qui va être une fonctionnalité plan 2. Grosso modo, c'est vraiment lorsque vous avez une menace que vous ne la comprenez pas, et ben vous ouvrez un ticket au support Microsoft pour avoir de l'aide. Mais grosso modo, voilà, ça va être notre interface poste par poste, appareil par appareil, pour avoir un peu un état de vue sur l'état de santé de la machine, son niveau de conformité, son nombre de vulnérabilités, savoir bien, où on se situe avec la console Microsoft Defender. Et avec tout ça, on va pouvoir le coupler avec Microsoft Intune. Donc Intune, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la solution MDM de Microsoft. Alors c'est une solution MDM et une solution MAM. Donc gestion des appareils pour MDM, gestion des applications pour MAM. La différence, grosso modo, MDM, j'ai un téléphone ou un laptop, je l'intègre de l'environnement Microsoft Intune, c'est-à-dire qu'il y a un espace professionnel sur l'appareil qui est sécurisé, chiffré, que je peux supprimer à tout moment, réinitialiser à tout moment. Le MAM, c'est dès lors que l'on veut sécuriser uniquement la partie applicative d'un appareil. Par exemple, j'ai un téléphone personnel, je ne veux pas l'intégrer dans la solution Intune organisation, mais si je veux que l'utilisateur puisse accéder à Outlook depuis son téléphone personnel, je vais créer une stratégie MAM. Ainsi, moi, je vais pouvoir dire, l'utilisateur qui veut accéder à Outlook avec son téléphone personnel, il doit avoir installé Microsoft Authenticator, il doit mettre un code PIN pour ouvrir Outlook, on bloque les captures d'écran sur Outlook et on empêche les données d'être sauvegardées sur son Outlook en local. Donc, typiquement, on va avoir le choix des possibles sur la gestion des appareils. Et derrière, Intune va nous permettre derrière de pouvoir avoir une gestion de la conformité, donc de définir quelles sont les règles que doivent respecter les appareils pour être conformes, une gestion des mises à jour, un inventaire du parc logiciel et matériel, une solution de déploiement applicatif et une solution de sécurisation des postes. Alors, tout OS, là pareil, Intune, c'est du cross-platform, donc Windows, Android, iOS, macOS, Linux. Linux, un peu light Linux, on ne peut pas faire grand-chose pour l'instant, mais en tout cas, c'est amené à évoluer. Et donc, je vois que c'est un peu décalé, c'est pas grave. Mais voilà. Donc, Intune et la sécurité, donc ça va être traitement lié. Il faut vraiment partir du principe qu'Intune, c'est comme un annuaire avec des GPO. Les GPO, les stratégies de groupe que vous déployez sur vos postes de travail pour, par exemple, demander un mot de passe, forcer le chiffrement, publier un fond d'écran, tout ce qu'on fait à ce niveau-là, on pourra le faire avec Intune. Par contre, une chose que ne va pas faire un annuaire local, mais que fera Intune, c'est toute cette notion de conformité où nous, on va pouvoir dire, un appareil qui est conforme, c'est un appareil qui est à jour, donc qui a les dernières mises à jour de Windows, qui a un certain niveau de sécurité, donc qui a un mot de passe, qui a un code PIN de déverrouillage, qui est chiffré, qui n'est pas routé ou jailbreaké ou ce que vous voulez, qui va avoir telle ou telle application déployée. Et en fonction de ça, si l'appareil répond à toutes ces règles, alors il est conforme et donc il peut s'authentifier.
S'il ne répond pas à une des règles, il n'est pas conforme et alors on peut lui bloquer la connexion. Alors, bien sûr, par défaut, on ne bloque rien, on rappelle, hein, mais si on le veut, eh bien, demain, on pourra dire appareil pas conforme, alors appareil pour lequel on bloque la connexion. Pareil, un appareil qui se connecte, qui n'est pas géré dans la solution Intune, ça veut grosso modo dire la plupart du temps qu'on est sur un appareil personnel, donc on bloque la connexion. Donc, ça va être une des premières choses à faire dans Intune, c'est définir notre conformité. À quel moment on autorise un appareil, enfin, à quel moment un appareil est conforme pour que plus tard on puisse dire on autorise ou on bloque l'accès à ce dit appareil. Et ensuite, eh bien, si on reprend notre temple Zero Trust qu'on avait vu juste avant, on va pouvoir déployer des règles de sécurité sur plusieurs niveaux d'étoiles grâce à notre ami Microsoft Intune. En général, sur le niveau une étoile, on va déployer ce qu'on va appeler les baselines, donc les bases de référence de sécurité de Microsoft. Alors, ces bases de référence, elles sont disponibles sur Intune, mais elles sont également disponibles au format GPO. Microsoft, je vais vous montrer. Hop. Donc, Microsoft, alors, je vous rassure, c'est des choses qui, bon, quand vous verrez le nom, bon, on peut se dire, c'est sûr que si on ne connaît pas, on ne peut pas se douter que ça existe. Mais voilà, hop, Microsoft qui met à disposition ce qu'on appelle les Microsoft Security Compliance Toolkit. Donc en fait, c'est des modèles de GPO qui sont faits par Microsoft, qui répondent à des normes de sécurité que mettent en place par exemple le CIS, on verra juste après. On va pouvoir importer sur notre annuaire local. Donc typiquement, si vous voulez des GPO pour sécuriser vos contrôleurs de domaine, vos serveurs ou vos utilisateurs, vos ordinateurs, la suite 365 ou l'antivirus ou Microsoft Edge, Microsoft vous met par défaut des modèles à disposition qu'il faudra télécharger, importer, tester dans votre annuaire. Et ces mêmes modèles, eh bien, ils vont être intégrés dans Microsoft Intune. L'idée, c'est que Microsoft va nous mettre à disposition des modèles pour sécuriser les outils qu'ils gèrent, qu'ils développent. Donc, on va retrouver des baselines pour toute la partie Windows 10, Windows 11, par exemple, pour gérer tout ce qui va être droits locaux sur la machine, pour gérer toutes les petites fonctionnalités que vous ne connaissez pas forcément sur Windows, mais qui peuvent amener à compromettre la machine, les outils Xbox, les Cortana, les choses de cet acabit-là. On aura ensuite les baselines Defender for Endpoint pour tout ce qui va être l'antivirus. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, on peut le gérer soit à travers Defender, soit à travers Intune. Voilà, Microsoft, ils nous disent, on peut créer des règles antivirales avec Intune qu'on déploie sur nos postes. Bien sûr, on peut avoir Defender, ne pas avoir Intune et quand même publier des règles de sécurité avec Intune. Bon, c'est un mix un peu, un peu bizarre, mais c'est des choses qui sont possibles. C'est-à-dire qu'on peut déployer nos règles antivirales avec Defender sur notre ami Intune. Oh, pardon, je reviens en arrière. La baseline pour Microsoft Edge et la baseline pour la suite 365. Par exemple, la baseline Edge, elle, c'est ce qui va, par exemple, bloquer le gestionnaire de mots de passe, bloquer les extensions non approuvées. Et la baseline 365, c'est ce qui va bloquer les documents Word qui ne sont pas générés avec du Word 365, par exemple du Word 2003, du Word 98, pas mal de règles de sécurité que on ne se doute pas forcément, mais qui vont nous permettre d'atteindre un haut niveau de sécurité sur la partie de poste de travail. Ensuite, eh bien, grâce à ça, on va pouvoir aller plus loin dans la sécurité, une fois que ce premier pas est fait, et déployer tout ce qu'on va appeler les règles de réduction de surface d'attaque. Il faut savoir que les règles de réduction de surface d'attaque, c'est plusieurs choses. On va essayer de classer entre niveau 2 et niveau 3 parce que c'est pas mal de choses qui peuvent être plus ou moins complexes. Mais les règles de réduction de surface d'attaque, la première chose, ce sont des patterns. C'est-à-dire, on a su identifier des patterns, tout simplement, qu'utilisent les pirates pour compromettre un environnement, un poste de travail, pardon. Donc, par exemple, ça va être, j'ai un utilisateur, il ouvre un fichier PDF avec Adobe Acrobat, et ce fichier PDF, quand il a été ouvert, il est ouvert un processus en fond qui envoie des données vers un serveur tiers. Eh bien ça, c'est un pattern qu'on sait identifier dans les règles de réduction de surface d'attaque, qu'on va pouvoir auditer et bloquer. Et donc, on va avoir comme ça une vingtaine de règles suivant des patterns qu'on va pouvoir auditer dans l'environnement. Après, on aura des rapports tout beaux, tout propres disponibles dans Defender pour surveiller tout ça. Et après, on va pouvoir bloquer tout ça. Ça va aussi intégrer tout ce qui va être
blocage des périphériques USB, par exemple. Donc, on va dire, on bloque tout ce qui est périphérique USB et on va autoriser juste une certaine, un certain nombre de périphériques USB avec une whitelist que vous aurez définie, par exemple, pour sécuriser, toujours pareil, plus loin la partie appareil. Et ensuite, on pourra aller encore plus loin avec du niveau 3 étoiles. Bon, 3 étoiles, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est du SIEM en général, donc il faut avoir un Sentinel ou quelque chose comme ça pour automatiser une certaine gestion, une certaine sécurité. Mais on pourra aussi aller plus loin avec tout ce qui va être contrôle d'application. Bon, là, on arrive vraiment dans des trucs très avancés où on dit, voilà, on a un fichier XML de configuration, il n'y a que les applications listées dans ce fichier XML qui peuvent se connecter dans l'environnement. Et tout à l'heure, je vous disais que du coup, Microsoft, par exemple, il suivait les recommandations du CIS. Nous, typiquement, côté Hyperlink, dans notre audit Zero Trust, on va également se baser sur ces recommandations. Et il va falloir que c'est des choses qui sont, alors les recommandations du CIS, typiquement, c'est des ressources qui sont gratuites sur Internet. Il faut juste s'inscrire sur leur site et on pourra télécharger comme ça les benchmarks. Donc, c'est tout un cahier. Vous voyez, bon, il y a 1200 pages, mais dans l'idée, on va avoir comme ça un fichier PDF de 1200 pages pour toutes les solutions, beaucoup de solutions du marché qui existent. Donc Intune, Edge, si vous, vraiment, vous sécurisez un switch Cisco, un VPN, un pare-feu Fortinet ou quelque chose comme ça, eh bien, on aura une documentation pour pas mal de technologies et ça nous donnera ainsi toutes les règles de sécurité que l'on va devoir appliquer sur cette technologie pour la sécuriser. Là, typiquement, on est sur la benchmark de Microsoft Intune pour Windows. Donc là, ça nous dit, grosso modo, toutes les règles qu'il faut appliquer sur Windows pour atteindre un niveau de sécurité adéquat. Alors, tout est classé entre niveau 1, niveau 2 et niveau plus bas. Donc, c'est pour ça que je vous disais, nous, côté Hyperlink, on a fait cette analyse pour définir qu'est-ce qui est du 1 étoile, du 2 étoiles, du 3 étoiles. En plus, les bases de référence de Microsoft vont inclure déjà un certain nombre de ces paramètres. Mais dans l'idée, ensuite, chacun de ces paramètres, vous aurez une description, savoir, bon, qu'est-ce que ça fait, quel est l'impact si on le déploie, comment on l'audite et comment on le met en place. Et donc, il faut bien partir du principe qu'on ne part pas de zéro lorsqu'on va vouloir sécuriser notre environnement, quel qu'il soit, que ce soit du Android, du Windows, un Windows Server ou autre. On ne part pas de zéro, on a des ressources à disposition. Il faut juste pouvoir après bien exploiter ces ressources et les intégrer dans nos solutions, Microsoft Intune ou Microsoft Defender, pour appliquer le bon niveau de sécurité. Et pour terminer ce webinaire, et après je rendrai la main à Léna, on va avoir avec Defender et Intune une partie gestion de la vulnérabilité. Donc là, on va arriver dans les licences plan 2 de Microsoft Defender. Donc, c'est pas intégré dans la Business Premium. Donc, pardon, c'est intégré dans la Business Premium de la Microsoft E5. Alors, un certain nombre, on verra après, il y aura des petits add-ons. Mais l'idée, c'est pour tous les appareils que vous allez intégrer dans votre environnement, eh bien, vous serez en capacité de générer des rapports de vulnérabilité sur leur niveau d'exposition aux risques et aux menaces. Donc, typiquement, voilà, vous avez un exemple, un tableau de bord qui nous dit au niveau de l'organisation, on a un niveau d'exposition de 45 sur 100. Bien sûr, plus on est haut, moins bien c'est. L'objectif, c'est d'être le plus bas possible, de savoir toutes les vulnérabilités qui sont actuellement ouvertes au sein de l'organisation. Là, on voit Google Chrome qui n'est pas à jour, du Notepad qui n'est pas à jour, du 7-Zip qui n'est pas à jour, etc., etc. Et donc, par appareil, dès lors que vous êtes en P2 ou en Business Premium, vous aurez ces rapports disponibles. Par appareil, ou en tout cas au global pour l'organisation, vous serez en mesure de lister toutes les vulnérabilités qui sont ouvertes. Donc là, on voit Google Chrome, il n'est pas à jour. Sur 44 appareils sur les 57 que je possède, qui représentent 327 vulnérabilités dans mon environnement. C'est-à-dire qu'il y a 300, à cause de ces 44 appareils et de ce Google Chrome qui n'est pas à jour, il y a 327 failles de sécurité qui peuvent être exploitées par un éventuel pirate. Alors que vous avez un petit indicateur, alors c'est un peu petit, pardon, mais vous voyez le petit scarabée rouge. Le petit scarabée rouge, quand il est allumé, ça veut dire que une organisation a rendu public le fait qu'ils ont déjà été compromis à cause de cette vulnérabilité. S'il n'est pas allumé, c'est-à-dire que la faille a été découverte, mais en tout cas, publiquement, personne n'a dit qu'ils ont été compromis à cause de ça. Et quand vous avez le petit arc rouge qui est allumé, c'est que c'est vous qui avez été compromis à cause de cette vulnérabilité. Donc, il faut
C'est pour ça qu'on va avoir à disposition ces rapports pour après pouvoir mettre en place une gestion automatique des mises à jour, ou en tout cas une routine pour mettre à jour les applications qui sont à jour. Et là, vous voyez, en fait, les 327 vulnérabilités, en fait, derrière, ça se traduit par les CVE, donc c'est tous les articles qui sont publiés par les organismes de sécurité pour dire, voilà, on a tel CVE qui a un niveau de sécurité médium, qui a été publié tel jour à telle heure. Et grosso modo, dans ce CVE, ça vous explique qu'est-ce que fait la mise à jour, qu'est-ce que fait la vulnérabilité, comment elle est exploitable et comment la corriger. Donc pareil, l'idée c'est on ne part pas de zéro. Les informations sont là, il faut juste aller les chercher, les exploiter. Bien sûr, Google Chrome qui n'est pas à jour, OpenSSL, FortiClient, on va se servir d'Intune pour aller pousser les mises à jour. On n'a pas de processus qui va automatiquement faire les mises à jour. On va être obligé d'avoir une solution, Intune ou autre, qui va pousser les mises à jour pour nous. Ensuite, lorsque